Merci Julie. Bonsoir. Donc, c'était un peu un regard croisé qu'on a voulu ce soir où Julie elle apporte son regard d'historienne sur la question. Moi, j'ai plutôt présenté ce que je fais, mais comme un témoignage, c'est-à-dire je ne vais pas parler au nom des artistes qui travaillent dans les collections, je vais plutôt vous dire pourquoi ou en quoi ça me nourrit, moi, d'avoir un contact avec les collections. Et je vais ancrer peut-être ce que je vais dire dans le projet qui est ici à la Villa Saubert, où donc j'étais reprendre des objets, des photos, des peintures qui étaient dans les collections du musée. Et puis, à partir de ça, j'ai imaginé des histoires. Alors ça s'est fait un petit peu suivant deux points de vue. J'ai écrit des histoires en fonction des peintures, des photos ou de ce que j'aurais pu voir d'autres. Et puis, j'ai aussi choisi des objets de la collection en fonction d'histoires que j'avais. C'était vraiment quelque chose de très croisé. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans le fait de travailler dans des institutions comme les musées et à partir de collections, c'est que je suis confronté à des professionnels. C'est-à-dire que, par exemple, dans les premiers choix que j'avais de peinture, on m'a dit « mais non, ça tu peux pas prendre parce que la peinture est trop endommagée ». Et puis, moi, j'ai demandé pour voir en quoi consistaient ces dommages sur la peinture. Et pour finir, il y avait des dommages que je trouvais extrêmement intéressants d'être exposés. Et donc, de là naît une discussion. Puis, quand je présente des photos, vient la question de la lumière, parce que les professionnels très bien formés qui ont reçu une formation me disent mais on ne peut pas dans un musée mettre autant de luxe pour les photos, c'est trop mauvais. Bon, ce qui m'intéresse dans ce type de relation qu'on peut avoir, par exemple pour l'accrochage aussi, quand je travaille, il y a un régisseur qui est là, qui a l'habitude d'installer des peintures, mais là il est confronté au fait de placer un cartel historique plus les histoires que je raconte sous la forme d'un autre cartel. Il y a un double cartel, un triple cartel. Si bien qu'à un moment donné, on va discuter tous ensemble. Et c'est peut-être ce point-là que j'aime, qui est le point où chacun doit composer. Exactement comme on compose un tableau, il y a une composition. Et cette composition, je dirais, elle ne peut pas se faire dans le rapport d'autorité. Je ne peux pas faire l'artiste, c'est-à-dire l'autorité de l'artiste, mais moi je peux me permettre, puisque je suis artiste, je ne connais pas, mais j'allais dire, les personnes qui sont en face de moi doivent apprendre, non pas à faire autorité, c'est-à-dire à dire « Ah non, on ne met pas au-dessus de 50 luxe, on ne met pas ». On va commencer, tout le monde va commencer à devenir auteur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut inventer comme rapport à la lumière qui puisse concilier les luxes? Est-ce qu'il y a une façon de théâtraliser l'entrée? Et ça se fait un petit peu tous ensemble. Pour l'accrochage, Et ça, c'est peut-être une question... Alors, c'est tout à fait personnel, hein, je ne fais pas du tout une règle générale par rapport à ça, mais c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le rapport aux collections, c'est que je suis confronté à des personnes de métier, c'est-à-dire qui me parlent de leur point de vue, d'expertise et d'expérience. Parce que ça me renvoie à ma propre expertise à moi, à la formation, puisque tout le monde a été formé quand on se retrouve. La seule formation artistique que j'ai eue, c'était l'Institut des hautes études en arts plastiques. C'était Daniel Buren, Pontus Hulten, dont tu as parlé, Sarkis, qui avait fondé cette école, qui était une école, en fait, pour former des artistes, mais aucun des artistes n'avait d'atelier. La seule formation qu'on avait, c'était de recevoir chaque jour un artiste qui allait parler, et puis on allait parler avec lui. Donc un jour, on pouvait recevoir en Sacke, Claes Oldenburg, Tinguely, enfin voilà. Et je crois que cette formation que j'ai, parce que ça m'a vraiment formé au plus profond de moi-même, j'en parlerai peut-être plus tard, mais ça m'a vraiment formé. Et ça m'a formé à une question essentielle pour moi sur la place d'artiste que j'avais envie de tenir dans la société, c'est-à-dire le monde de tous les possibles.
Moi, je me sens artiste parce que je sens que je peux m'épanouir dans le monde de tous les possibles à tout moment. Alors, c'est très vague comme définition. C'est resté très très vague pour moi jusqu'à ce que je lise un livre qui m'a profondément transformé. Et c'est le livre d'un jeune philosophe, parce il doit avoir à peine 40 ans, qui s'appelle Quentin Meillassoux. Et il a écrit un livre qui s'appelle De la finitude. Et j'essaie de vous le résumer très brièvement. Il dit qu'en fait, dans toute notre façon de regarder le monde, on cherche toujours des liens de cause à effet. Donc, tout est toujours tablé, que les lois que l'on tire du monde sont toujours tablées d'une expérience. Et il reprend un texte de Hume qui parle, par exemple, de l'expérience qu'on peut tirer, des lois qu'on peut tirer de la gravitation à partir d'un jeu de billard. Si on tire, si un certain angle sur une bille, une boule, vous savez, une boule eh bien, ça va amener le fait qu'à un moment donné, elle va toucher l'autre. Si on a tel angle avec la boule, ça va pas la toucher. Et lui dit, à partir de ça, on a pu tirer des lois de la nature. Mais lui dit, qu'est-ce qui me prouve que ce sont des lois de la nature? C'est uniquement l'expérience. C'est parce que sur 1000 expériences avec des boules de billard, on a vu que c'était toujours comme ça, on en a conclu que c'est une vérité. Mais lui dit, on est peut-être un petit peu trop prétentieux de penser tirer des lois de la nature. Peut-être que ce n'est qu'un effet du hasard. Et peut-être que ce hasard, il y a une chance sur 1 milliard et il se fait que cette chance sur 1 milliard s'est répétée autant de fois, exactement comme le ciel qui se lève et qui se couche tous les matins. Depuis la nuit des temps, il l'a fait, mais c'est peut-être, suivant la loi des probabilités, il y avait peut-être une chance sur un trilliard de fois ou un trillion de fois que ça arrive, et peut-être que ce n'est que le hasard qui fait ça. C'est-à-dire que lui conçoit le monde comme un chaos absolument invraisemblable dans lequel on essaie de s'y retrouver en donnant des lois. Et pour moi, le monde de tous les possibles, c'est ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, ma façon d'être au monde, et peut-être la liberté que peut donner le statut d'être artiste, c'est se dire tout est possible à partir de n'importe quoi. Ce qui est une position extrêmement dangereuse, psychologiquement, qui fait qu'on peut partir très loin, et on peut vraiment partir dans sa bulle. Quelqu'un qui m'a beaucoup touché, qui m'est assez proche dans ce rapport à la bulle, c'est Béla Bartók. Et la musique de Béla Bartók, de fait, elle m'emporte aussi très très loin. Et certaines personnes ont expliqué que Bartók avait vraiment des émotions très très fortes quand il jouait sa propre musique, parce qu'il sentait qu'il était complètement emporté par sa musique, qu'elle pouvait l'emporter mais tellement loin qu'il ne pourrait jamais revenir sur le plancher des vaches. Et donc quand Bartók interprétait sa propre musique, à un moment donné, pour pouvoir retrouver un contact à la réalité, il était joué du piano avec l'orchestre, il était obligé d'improviser. Il était obligé de partir sur autre chose pour pouvoir retrouver la réalité. Ce qui faisait que le reste de l'orchestre lui était totalement perdu parce que c'était pas du tout sur la partition. Cette façon qui m'est vitale pour moi d'avoir quand même de garder un contact avec une réalité, ce sont justement les autres artistes, ceux qui ont réussi à incarner leur monde. Parce que de fait, j'ai du mal à incarner ces mondes de tous les possibles dont je me sens traversé. Et c'est comme ça que petit à petit, un peu comme un coucou qui met ses œufs dans les nids des autres, moi j'ai mis mes œufs dans ceux des œuvres des autres artistes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément nourri. Parce que ça m'a permis, et donc en travaillant, en montrant des œuvres d'autres artistes, ça m'a amené à découvrir leur œuvre, mais aussi à m'inventer, c'est-à-dire à inventer des choses que ces mondes que j'avais en moi, je pouvais les greffer à quelque chose qui avait suffisamment de pesanteur pour me maintenir quand même dans une réalité des choses. C'est quelque chose que je retrouve souvent chez des écrivains.
Si je prends des personnes, je prends vraiment, voilà, je sais pas si je pense à Italo Calvino, ou Julien Gracq ou Nabokov, ce sont des personnes qui, dès le début, ont, avant pratiquement d'écrire, ont écrit sur d'autres artistes. C'est-à-dire se sont complètement nourris du travail d'autres artistes, sont rentrés dans leur œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus courant justement chez les écrivains que chez les artistes. Mais on voit à quel point aussi, c'est le fait de rentrer dans les œuvres qui leur a permis de produire leur propre œuvre. Si on voit, il y a un texte qui est absolument magnifique de Nabokov sur Don Quichotte, où il analyse Don Quichotte et puis il va vraiment inventer une partie d'échec entre Sancho Panza et Don Quichotte. Et il va vraiment prendre un échiquier, montrer la stratégie de Sancho Panza pour montrer que, que ce sont des moulins à vent, que ce ne sont pas des géants, et puis la stratégie de Don Quichotte pour montrer que ce sont bien des géants, que c'est bien une princesse, que c'est bien... Et c'est extraordinaire parce que finalement, je crois que c'est Sancho Panza qui gagne, mais d'une courte tête. Et cette question je veux dire, de me nourrir d'autres artistes, à la fois, ça me permet de produire, moi, d'être dans cette question de pouvoir découvrir des choses qui existent déjà pour greffer des choses qui n'existent pas. Il y a aussi quelque chose qui compte beaucoup dans cette question de travailler avec des œuvres d'autres, qui est, et peut-être la plus forte pour moi, qui est l'impression, ou en tout cas l'intention, de faire partie d'une communauté de spectateurs ou de visiteurs ou de lecteurs. J'ai l'impression qu'être artiste, pour moi, dans la façon dont je le vis, c'est autant de bien regarder une œuvre, de bien lire un livre, que de bien écrire une histoire ou de bien faire une image, que cette chose est complètement liée. Par exemple, quand je lis un de mes romans préférés, qui est Le Grand Maulne, j'ai, je crois, une douzaine d'éditions différentes du Grand Maulne. Et je le lis, j'aime bien le relire dans des éditions différentes. Pourquoi? Parce que non seulement je lis l'histoire du Grand Maulne à chaque fois, l'histoire d'Alain Fournier, mais je la partage avec le lecteur des années 30. Et tout dans le livre qui est édité dans les années 30 me dit que cette histoire parle aux personnes des années 30. Et je me mets dans les yeux de quelqu'un et je lis le livre différemment. Ou si je lis dans les années 60, je le lis sous une forme aussi complètement différente. Et ça, cette communauté des lecteurs ou des spectateurs, je crois aussi que c'est une forme de chaîne dans laquelle j'ai l'impression de faire partie. Il y a aussi, alors peut-être ça c'est une forme qui est peut-être la fragilité du regard aussi. Pourquoi est-ce que j'ai tellement besoin de me mettre justement dans cette communauté des spectateurs ou cette communauté de lecteurs? C'est parce que je me rends compte que mon regard est d'une fragilité extrême et que j'ai besoin du regard des autres pour bien regarder une œuvre. Et je prends un exemple qui était il y a quelques années. On était avec ma femme à Belfort et puis, comme on n'était pas trop loin de la chapelle de Ronchamp du Corbusier, je voulais absolument voir la chapelle de Ronchamp. Et je me réjouissais énormément de voir cette chapelle. Et je me souviens quand on y est allé, chacun avait pris son chemin parce que j'avais envie d'être seul pour vraiment bien m'imprégner de ce que j'allais voir. Et en fait, j'ai rien ressenti du tout. J'étais totalement déçu. Je me disais, mais enfin, c'est fou. Dans les livres, enfin, j'adore le Corbusier. Est-ce que je l'aime vraiment? Et puis, je croise ma femme, qu'elle n'a pas d'amour particulier pour un brutal, quoi. Et elle me regarde et elle me dit, oh, c'est magnifique. Et moi, mais vraiment à la seconde, je lui ai dit, ah oui, t'as raison, mais c'est magnifique. J'ai eu besoin de son regard pour pouvoir m'ouvrir au fait que c'était magnifique. Et quand je l'ai dit, j'ai vraiment trouvé que c'était magnifique. Et après, c'est une de mes plus belles visites aussi dans le lieu, mais j'ai eu besoin de son regard. Et inversement,
je me souviens au début, quand j'étais à Paris, j'allais tous les jours au Louvre et j'étais tombé amoureux de la Vierge au chancelier Rollin, un tableau de Van Eyck. Et c'était vraiment mon tableau, et j'y allais presque comme une forme de petite cérémonie. Chaque fois que j'allais au Louvre, je restais devant la Vierge au chancelier Rollin. Et puis un jour, quand j'y vais, je vois quelqu'un qui est là devant, et qui reste devant le tableau, et j'attends 2-3 minutes, et comme il reste toujours, je me dis, bon, ben, je vais partir, et puis je reviens dans 5-10 minutes pour pouvoir regarder ma Vierge au chancelier Rollin. Et le gars était toujours là quand je reviens. Et je refais un tour, il était encore là. Et là, c'était un sentiment terrible pour moi, parce que j'avais un sentiment d'appartenance. Ce tableau, il m'appartenait, parce que c'était moi qui le regardais bien. Et de voir qu'avec quelqu'un qui voyait des choses que peut-être je ne voyais pas, ça m'a terriblement déstabilisé. Donc il y avait une forme d'émulation avec cette personne-là, qui fait partie aussi du regard que j'aime dans les collections. Il y a aussi quelque chose, et ça tu en as fait référence tout à l'heure, qui est l'idée du musée imaginaire. Et je crois que aussi dans mon rapport aux œuvres et aux collections, il y a l'idée des collections mentales. Un des plus beaux textes que j'ai lu là-dessus, c'est un tout petit court livre de François Le Lyonnais qui s'appelle La peinture à Dora. Et François Le Lyonnais, c'est lui qui a fondé Oulipo, la littérature potentielle, et c'est un pataphysicien, mais un mathématicien. Et Le Lyonnais a été interné dans un camp pendant la guerre à Dora, je crois que c'était en Ukraine ou je ne sais plus très bien où c'était. Et pour se sauver lui et pour sauver le groupe avec lequel il avait été interné, il a commencé à leur parler, à leur décrire du mieux qu'il pouvait les peintures qui étaient au musée, accrochées dans ses musées préférés, dans beaucoup du Louvre. Et il les décrivait avec la plus grande précision qu'il pouvait avoir, et donc là on est vraiment sur les mots. Et puis après, chacun en parlait, c'est-à-dire que quand il avait décrit ça, avec le groupe de ses compagnons d'infortune, eh bien chacun parlait de ce qu'il avait vu du tableau, de son tableau à lui, tel que le Lyonnais l'avait décrit. Et il commence après à dire que, après quelques mois de cet exercice-là, eh bien, il parvenait à prendre des éléments d'un tableau et à le greffer sur un autre. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus des spectateurs d'un musée mental, mais qui étaient capables de créer leur propre musée. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, peut-être la plus forte ou la plus intense, de parvenir en tant que, j'allais dire, pas d'artiste, mais d'auteur, c'est-à-dire de pouvoir créer des images à partir de celles des autres. Peut-être une de mes ambitions d'artiste, ça peut paraître très ambitieux, dans le fond ça l'est, c'est d'être mémorable. D'être mémorable, mais dans ce sens que mon intervention touche à la mémoire, c'est-à-dire qu'elle permette à des images qui sont même des images d'autres, alors je ne vais pas dire de s'ancrer dans les mémoires, mais de vivre dans les mémoires, c'est-à-dire comment chacun peut les enrichir. Donc comment est-ce que je peux créer des dispositifs pour que ces images qui sont accrochées dans des collections fassent vraiment partie de nous, qu'elles puissent s'intégrer vraiment en nous, et qu'à partir de là, nous, on puisse les développer à notre propre guise. C'est quelque chose, parce que là je parle des collections et puis du musée imaginaire, et c'est vrai que quand je parle collection, j'ai l'impression que ça me touche beaucoup plus les collections au sein d'un musée que la collection privée, que la question du musée justement fait intervenir des métiers différents, et que c'est la conjonction de tous ces métiers qui fait que les œuvres peuvent être incarnées. Et donc j'ai essayé de créer mon propre musée, j'allais dire. Alors, c'est venu depuis que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était amateur d'art et qui m'emmenait très jeune voir des expositions. Et une des premières expositions que
qui m'ait vraiment touché, c'était celle de Boltanski-Rubérier, où il avait exposé inventaire des objets ayant appartenu à une femme de Bois-Colombes. Et j'étais vraiment tout jeune, ça m'avait ému aux larmes. C'était une dame donc, qui n'avait pas de descendants, qui habitait Bois-Colombes. Il avait pu retrouver tous ces objets de la vie quotidienne et il les avait simplement mis dans des vitrines avec juste un petit cartel, mais qui disait... il y avait soutien-gorge, il était mis soutien-gorge rose, soutien-gorge bleu, soutien-gorge rouge, boîte de petits pois, boîte de... Et je crois que ce qui m'avait vraiment touché, c'était le cartel, la vitrine et aussi ces objets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il rendait cette image mémorable. C'est-à-dire que cette femme, elle vit en moi. Maintenant, sa vie, qui était une vie faite de soutien-gorge bleu, rose, de boîtes de petits pois, elle continue à vivre en moi. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé de continuer, mais ça n'a pas été sans mal. Deuxième chapitre. Si j'ai le temps. Bon. C'est que et ça touche peut-être à des questions qui m'agitent beaucoup pour le moment, qui est le modèle du musée. Où, je vais dire, dans une première partie de ma vie, j'étais un artiste modèle. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai fait tout le parcours pour pouvoir faire des expositions, pour pouvoir entrer dans des galeries, pour qu'on puisse me demander de faire des projets, pour intervenir dans les musées. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce modèle me posait un problème presque de valeur. C'est quelle est la valeur du musée? Qu'est-ce que c'est que ce modèle du musée dans lequel je me suis fondu? Je me suis rendu compte de plus en plus que j'étais amené, pour pouvoir être acheté dans les musées, j'étais amené à faire des expositions en galerie, parce que les musées achètent dans les galeries, que les galeries m'amenaient à produire des œuvres d'une façon sérielle, c'est-à-dire que pour pouvoir vendre et pour pouvoir faire des expos, parce que pour être reconnu, il faut faire autant d'expos dans autant de galeries, dans autant de pays différents. Donc, que je devais décliner ce que je faisais. Si j'avais vraiment un projet pour une galerie, il fallait que je puisse en faire 10 exemplaires pour que ça puisse être vendu. Donc, que ça avait un impact direct sur ma façon de produire des œuvres, dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Je ne me suis reconnu de moins en moins aussi dans la façon dont les institutions se sont mises à fonctionner. Je suis vraiment né en tant qu'artiste avec les FRAC, avec toutes ces personnes qui avaient fait des expositions dans leur garage, et puis qui avaient donné tellement de force à des projets qu'ils faisaient avec de jeunes artistes ou quoi, qu'on leur avait donné une reconnaissance, qui devenaient directeurs d'institutions. Et puis, à un moment donné, j'ai vu que les valeurs se sont mises à s'inverser, c'est-à-dire que l'institution n'était plus là au service d'un projet artistique, mais qu'il y avait des enjeux qui étaient financiers, parce que pour avoir l'institution, il fallait qu'il y ait autant de personnes qui travaillent dedans. Donc, si il y avait des coupes budgétaires, eh bien, il y avait moins. Et donc, un des premiers enjeux des personnes, c'était aussi de conserver les emplois. Donc, il fallait que l'institution ait suffisamment de renommée pour être reconnue, pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc, pour être reconnue, il fallait surtout qu'elle prenne des points de repère évidents pour tout le monde. Enfin, bref, que le système tournait autour d'une forme de mainstream qui faisait que ce système lui-même produisait les œuvres qui pouvaient rentrer dans ce cadre-là, et que finalement, les artistes étaient de moins en moins libres de produire des œuvres qui fonctionnaient. Et c'est là où j'étais amené justement à me dire, où j'étais dans une crise existentielle, vraiment dans le sens de Sartre, l'existentialisme, c'est-à-dire se dire, tiens, est-ce que quand on se projette dans le monde, on a besoin d'un modèle, ou bien comment est-ce que je peux être artiste en inventant moi-même mon système
de fonctionner. Et ça, j'ai entrepris ça il y a quelques années. Et c'est vrai que ça a amené des choses particulières qui fait que de demander, j'ai voulu être demandeur. Et ça ne se fait pas dans le monde de l'art. Dans le monde du théâtre, ça se fait. Dans le monde du théâtre, on peut, d'ailleurs on doit, quelqu'un qui a écrit un texte va trouver avec ce texte le directeur d'un théâtre pour dire j'aimerais bien monter ce projet-là pour pouvoir le... Moi, il se fait que le rapport que j'avais avec les musées, avec les œuvres et les collections, ce rapport particulier, il fallait que j'aille trouver des personnes pour leur dire j'aimerais bien faire quelque chose dans vos collections. J'aimerais bien travailler avec vous. Et je me suis rendu compte que là, je me heurtais à un tabou. On ne va pas demander à un directeur d'institution de nous exposer, parce que ça, c'est la chose la plus ringarde du monde, parce que ça veut dire qu'on n'est pas demandé, ça veut dire qu'on ne fait pas partie du système. Et pour moi, c'était important d'intervenir dans des collections, parce que c'était des collections particulières dans lesquelles je voulais vraiment intervenir, parce qu'elles comptaient pour moi. Et petit à petit, je me rends compte que par la petite porte, ça a pu fonctionner. C'est-à-dire que j'ai pu vraiment avoir des contacts avec des personnes, avec des directeurs d'institutions pour dire voilà ce projet que j'aimerais faire dans votre institution. Et qui amène alors peut-être ce que tu disais tout à l'heure, de pouvoir montrer que les enjeux d'une collection peuvent se partager d'égal à égal avec artistes et directeurs ou commissaires d'exposition. Et c'est quelque chose que maintenant je fais de plus en plus. Ce qui m'a rendu aussi libre de faire ça, c'est de voir, si je reprends toujours l'exemple des écrivains, Virginia Woolf a fondé sa propre maison d'édition pour s'éditer au Garde Presse, mais donc, et ça ne posait pas de problème qu'elle puisse faire sa maison d'édition dans laquelle elle faisait intervenir d'autres écrivains aussi avec ses propres écrits. Et je dirais que c'est peut-être la croisée des chemins dans laquelle je me trouve maintenant, c'est que je crois qu'il y a un modèle peut-être et de l'artiste et aussi des institutions muséales à réinventer par le biais des collections. Parce que quand tu parles vraiment de l'idée de la collection, c'est quelque chose de contemporain, c'est que le regard doit tout le temps être rebattu sur la collection. À chaque moment, on doit pouvoir se réinventer. Et c'est vrai que, alors je dis j'ai dû, j'en terminais pas là, j'ai dû aussi produire mon propre modèle de musée, mais pas tout le temps. Et de fait, il y a encore, il y a encore des institutions qui sont dirigées par des personnalités fortes qui font que eux ne se sentent pas pris par le fait de pouvoir montrer des œuvres qui fassent partie de ce système de production. Ce système de production qui, à mon avis, produit des œuvres qui peuvent être très spectaculaires, dans lesquelles certains artistes se retrouvent, dans lesquelles moi je me retrouve beaucoup moins. Et quand je parle de personnalités fortes qui tiennent ces institutions, c'est aussi et surtout pour rendre hommage à Marie-Claude Beau, qui m'a invité ici au musée, parce que justement, là, ce n'est pas moi qui lui ai demandé pour venir ici, c'est elle qui a senti le regard qu'il pouvait y avoir d'artistes qui prenait la collection par la marge. Et donc ça, je voulais vraiment la remercier pour ça. Aussi dire que Marie-Claude Beau est ma marraine comme artiste, puisque j'ai fait ma première exposition avec elle. Donc c'est la première personne qui me fait confiance pour exposer voilà, quand elle était directrice à la Fondation Cartier. Donc voilà, avant qu'on puisse peut-être discuter, je vais juste terminer aussi. J'ai remercié Marie-Claude, moi aussi je voudrais remercier toute l'équipe du Lab parce que c'était un plaisir. J'ai parlé du métier, de l'expérience, mais c'était un vrai plaisir de pouvoir partager justement cette expérience avec toute l'équipe. Voilà, merci beaucoup. Peut-être maintenant
peut aussi passer aux questions de l'entre vous, si vous en avez aussi. Oui, moi, d'abord, j'ai adoré tout ce que tu nous as raconté, comme d'habitude. Je reviens peut-être sur ce que tu disais au début, puis que tu as repris un peu vers la fin. Donc, cette idée d'autorité partagée, en effet, entre l'artiste et le conservateur ou les conservateurs de musée. Et effectivement, ça me faisait penser au fait qu'une carte blanche, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, carte blanche à tel artiste, elle n'est jamais carte blanche. Elle ne recouvre jamais cette acception de liberté. Et moi, j'ai étudié en particulier 2 expositions, mais vraiment de ce point de vue-là, d'une carte blanche qui n'a pas conduit à une vraie carte blanche. 2 expositions organisées en Belgique, l'une au Musée Royal d'Afrique centrale de Tervuren et une autre au Musée Juif de Bruxelles. Alors bon, ces 2 institutions extrêmement connotées, évidemment, mais où 2 artistes ont été invités à jouer, à manipuler les collections et où ça a créé de véritables obstacles, de véritables problèmes qui ont été un peu occultés, mais qui en même temps se sont ressentis dans les projets eux-mêmes. Et donc ça, je trouvais que c'était intéressant que tu... Alors bon, ici, je suis sûre que tout s'est magnifiquement bien passé, mais est-ce que tu y as allusion, hein, bon, les œuvres qu'on ne peut pas sortir parce qu'elles doivent aller en restauration ou autre, mais est-ce que tu as déjà ressenti une difficulté de cet ordre-là, qui serait ne faites pas ça, bon, tu sais, plus au niveau vraiment du contenu, du fond. On essaie de te guider vraiment vers autre chose. Non. Maintenant, il se fait que, j'allais dire, plus il y a de contraintes, mieux j'aime. Et c'est de voir comment à mon avis, du cadre, justement la question de la carte blanche, ça me gêne. Quand on me dit tu as carte blanche, ça me gêne. Je m'en suis rendu compte, par exemple, quand j'ai commencé à faire des livres d'artistes, où on me disait mais tu as carte blanche. Et puis je travaillais avec des personnes, avec des typographes, qui avaient une connaissance du gris typographique absolument invraisemblable, de relieurs qui avaient une connaissance du relieur, et j'avais l'impression que dans le chef du commanditaire de me dire tu as carte blanche, c'est surtout ne va pas t'enferrer dans ce monde qui est déjà bien. Et donc j'ai toujours essayé d'avoir, et quand je parlais de découvrir ou inventer, de me nourrir des métiers de chacun. Alors, ça ne veut pas dire que je vais répondre à cette connaissance-là, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi que j'assimile un maximum de métiers pour pouvoir, à un moment donné, avoir cette liberté de pouvoir m'en libérer. Mais je préfère décider que je numérote le bas de page à la fin d'un paragraphe, même si c'est interdit par la convention des typographes. Mais quand eux m'expliquent pourquoi on ne numérote pas le dessous d'un paragraphe, parce que justement ça va casser le gris typographique, il faut que l'œil puisse... Quand eux me parlent des veuves et des orphelines, qu'on ne peut pas avoir une veuve ou une orpheline dans un livre, la veuve c'est quand la première ligne d'un chapitre et la dernière ligne de la page. Et l'orpheline, c'est quand la dernière ligne d'un chapitre est la première ligne d'une page. Ça, c'est interdit. Mais donc, moi, je sais que si je veux avoir une veuve ou une orpheline, je vais pouvoir le faire parce que je n'ai pas été formé, enfin, je peux avoir cette liberté-là, mais je sais pourquoi je le fais. Et donc, il y a, je trouve toujours un jeu entre justement la connaissance que me donnent les métiers et une forme d'ignorance ou d'innocence que l'artiste peut avoir. Et ça été justement au cours c'était une des choses les plus fondatrices, parce que peut-être ça va, enfin, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, la question des métiers et justement de l'ignorance et de la connaissance. Je voudrais parler de 2 choses quand j'ai expliqué en quoi c'était fondateur pour moi, cet Institut des hautes études à Paris.
c'est que j'avais rencontré, il y avait des artistes, mais aussi des scientifiques. Il y avait le professeur Beaulieu qui était venu. Le professeur Beaulieu, c'est lui qui avait inventé la pilule abortive, la pilule du lendemain. Et il expliquait comment il l'avait inventée. Il expliquait que ça faisait des années, ça faisait une quinzaine d'années qu'il travaillait dessus. Et il ne trouvait pas. Et puis, il allait tout le temps dans son laboratoire, enfin, il ne trouvait pas. Et puis, un jour, c'était un dimanche, il était en famille, ses enfants étaient absolument infernaux, et pour avoir la paix, il est allé dans son atelier. C'était la première fois de sa vie qu'il allait dans son atelier un dimanche. Et là, il a commencé à faire n'importe quoi. Parce qu'il n'était pas là pour... il a commencé à bidouiller avec ses... Et à un moment donné, eh bien, il a vu qu'il avait quelque chose d'important en main, et c'est ce dimanche-là qu'il a inventé la pilule abortive. Parce qu'il disait, à la fois, j'étais chargé de toute cette connaissance que j'avais en moi, mais j'étais aussi complètement dégagé. Je marchais sur deux jambes, la jambe de la connaissance et la jambe de l'ignorance. Et ce sont des états, justement, qui pour moi sont des états vraiment très, très importants, que je retrouve justement en travaillant avec des collections, en me passionnant pour l'histoire de la peinture, l'histoire de l'art moderne, mais pour pouvoir l'oublier d'un autre moment. Et puis aussi, une autre chose, dans ce rapport au métier et au métier créatif, il y avait Renzo Piano qui est venu aussi, qui avait passé une journée à l'Institut. Et Renzo Piano a parlé au départ purement technique. Il a expliqué en quoi, au Centre Pompidou, il avait utilisé des boulons, des écrous et des boulons, mais surtout des cols. Et donc, c'était vraiment les premiers travaux vraiment sérieux qu'on pouvait avoir sur les cols. Et il a commencé à parler de la colle. Il expliquait que son père était entrepreneur, que petit, il était dans l'atelier de son père, il voyait comment il collait, comment il assemblait les choses. Et il a commencé à nous parler des cols, mais pendant pratiquement une demi-heure. Comment on collait des choses ensemble, des cols élastiques, des cols rigides, comment on pouvait décoller, comment... Et puis, imperceptiblement, il a commencé à parler du bâtiment. Pourquoi il a fait une place creuse pratiquement unique en France, parce que généralement en France, les places publiques sont bombées. Avant la Révolution, on mettait la statue du roi au milieu et la Cinétique voulait qu'on tourne autour pour avoir l'objet du pouvoir. Alors qu'en Italie, les places sont creuses parce qu'on est amené à s'y retrouver. Ça nous emmène, on prend un ami par l'épaule, on commence à parler. Et lui voulait qu'en fait, on se retrouve. Il voulait qu'on se colle un moment, les uns aux autres. Et puis qu'avec les escalators, à un moment donné, on puisse se décoller pour que quelqu'un puisse travailler à la bibliothèque, un autre voir une expo. Et c'est vraiment là où j'ai pu sentir, mais vraiment incarner, ce que c'était que la pensée d'un métier. C'est-à-dire que lui, quand il utilisait un matériau, eh bien, il allait dans la pensée de ce matériau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas de formation de métier. Je n'ai pas été formé à des techniques. Et j'ai l'impression que l'expérience m'a formé à justement pouvoir me gorger des métiers des autres, pouvoir vraiment, comme une éponge, pouvoir vraiment les prendre et pouvoir prendre à la fois leur pensée et leur expérience, et que c'est peut-être ça qui me nourrit pour pouvoir alors pour pouvoir lester mon ballon de tous les possibles. Qui autrement, et que c'est ça qui me donne la pesanteur et qui me permet d'être véritablement, enfin que c'est ça qui me met au monde. Il nous reste quelques minutes pour des questions dans la salle, c'est moi. Ou des réflexions, Julie. Ou des retours de Patrick sur la question, parce qu'effectivement, finalement, on l'a un peu laissé entre-temps, mais c'est très bien. Non, mais moi, je trouvais déjà que c'était super que tu... Moi, j'ai plus parlé, évidemment, du rapport du musée à l'artiste. Et c'est vraiment, vraiment super d'avoir ton regard, et chaque regard, alors bon, c'est un truisme, hein, ce que je veux dire, chaque regard est particulier, mais c'est vrai que là, en vous faisant ce petit topo, mais je devais quand même me caler dans 25-30 minutes, pas être trop longue, évidemment, j'ai omis de parler de toute la créativité, évidemment, c'est un terme que j'ai peut-être pas nécessairement utilisé ici, puisque j'ai parlé de Kossuth et de Wilson, qui ont plutôt tenu un discours très, très engagé, très politiquement marqué, mais effectivement, il y a 1000 façons de procéder et de créer son propre musée imaginaire. Ce qui était très bien aussi dans ce que tu as dit, c'est ce rapport que tous les artistes nécessairement ont à l'art, qu'ils aient d'ailleurs une formation ou pas.
tu vas regarder du côté de ce qui se fait autour de toi, de ce qui s'est fait bien avant. Et donc, travailler sur les collections, c'est travailler sur la nourriture, hein, comme que j'aime beaucoup ce terme. Alors, il y a des nourritures privilégiées. Moi, j'ai quand même une petite question à te poser à nouveau, qui concerne quelque chose que j'ai soulevé tout à l'heure, qui est celui de choisir les œuvres qui sont les moins appréciées, ou en tout cas celles qu'on ne montre pas. Est-ce qu'il y a un jeu aussi pour toi? Parce que je sais que certains artistes jouent vraiment et donc vont choisir vraiment, et Warhol jouait évidemment lorsqu'il choisit les pièces qui n'ont pas été inventoriées, ou qu'il choisit une copie, et quand il sait que c'est l'original, il dit « Ah non, j'en veux pas alors ». Donc voilà, est-ce que toi, tu délibérément aussi, tu te dis, ou délibérément, parce que il y a ça qui est attendu quelque part de l'artiste, d'aller choisir ce qui serait considéré comme pas terrible, enfin, non, ces choix, ils se composent comment? Non, ces choix, j'allais dire, ils sont les plus profonds possibles, c'est-à-dire, ce sont des œuvres avec lesquelles je peux entrer en relation, des œuvres qui me nourrissent ou qui sont d'un enjeu pour moi. Parce que l'histoire que tu racontes, oui, d'un enjeu pour toi. Parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est que très souvent, quand je fais des interventions, par exemple, j'ai fait une intervention pendant 1 an au musée d'Ostende avec des œuvres de la collection, mais j'ai fait aussi mes propres objets qui étaient placés, mais j'ai pas voulu que mon nom soit là. Donc, on ignorait même que c'était un artiste qui avait écrit les cartels qui étaient là-bas. Et ça, c'est une chose, tu as soulevé la question tout à l'heure, tu dis, mais très souvent, et c'est un des effets pervers, j'allais dire d'un système dans lequel je ne me retrouve pas, qui est, on fait appel à un artiste parce qu'il est connu. Yann Fabre, quand Yann Fabre est à Florence, c'est Yann Fabre se confronte à Michel-Ange. Bon, oui, non, mais moi, je ne peux décemment pas rentrer dans ce système-là, je ne veux pas, mais quand bien même je voudrais, ça marcherait beaucoup moins bien. Donc, ce qui fait que il n'y a pas cette idée, c'est pas moi qui vais faire venir, ce n'est pas mon nom qui va faire venir du monde au musée, ce n'est pas, donc, je suis vraiment dans le regard, et c'est un mot que j'aime, le plus innocent possible, où je peux complètement me dissoudre dans l'œuvre de quelqu'un et pouvoir vraiment rentrer dedans. Et ça, c'est quelque chose qui me donne une liberté absolument invraisemblable. Et d'ailleurs, je me rends compte que, donc j'expliquais que j'ai eu un peu une révolution copernicienne de me dire, mais je vais reprendre ma passion pour les œuvres d'autres ou pour les expos, vraiment par la marge, et de moi me fondre dans les expos, mais de plus en plus, maintenant, on me demande de travailler, mais pour des choses où je me sens à ma place. C'est-à-dire, on ne me demande pas de produire des choses en série, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Et donc, je me rends compte que de plus en plus, pouvoir justement créer mon propre modèle de fonctionnement, ça a amené une forme de courroie de transmission qui fait que, par exemple, on me demande de travailler sur la relation patient-médecin. Où j'ai une demande des médecins d'Île-de-France qui m'ont dit qu'est-ce que tu pourrais apporter sur la relation qu'il y a entre un patient et son médecin. C'est-à-dire que les questions de fond, voilà, on me les demande et je peux m'effacer derrière ça. Donc, je n'aurai jamais une attitude cynique ou distanciée ou vis-à-vis des œuvres. En revanche, ce que tu disais, il y a un jeu, il y a une mise en scène avec le principe du musée. Pour moi, le musée, c'est un terrain de jeu dans le sens noble du terme, parce que je crois que c'est à partir du moment où on peut jouer, qu'on se sent confiance dans notre identité. Kafka jouait, enfin, il trouvait drôle ce qu'il écrivait, pourtant, c'est le pire sentiment de déréliction, mais le fait de pouvoir parler, de pouvoir avoir des images, justement, mémorables, ça fait qu'il parvenait à en jouer. Et donc, quand je mets des cartels dans le musée, ils font
effet d'autorité, c'est-à-dire on va lire les histoires que je place à côté d'une peinture comme si elle allait m'expliquer l'histoire de cette peinture. Et puis, en fait, cette histoire, elle va renvoyer bien ailleurs. Oui, tu joues avec là, les codes. Mais sans jamais, c'est une forme de complicité que je crée avec le spectateur, c'est-à-dire il va y avoir, enfin c'est ce que j'essaie de créer, un regard complice. Où à un moment donné, j'ouvre, il va y avoir une curiosité, mais faite du rapport d'autorité du musée, c'est-à-dire est-ce que je peux aimer cette œuvre, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est entré dans l'histoire de l'art, on va m'expliquer ce que c'est, enfin des tas de raisons qui fait que parfois on regarde le cartel même avant l'œuvre. Bien sûr. Et donc, moi j'ai complètement détourné comme quelqu'un, alors comme dans les arts martiaux, quoi, où on prend le mouvement de quelqu'un pour l'emmener. Moi je prends ce mouvement d'autorité du cartel, mais pour emmener tout à fait ailleurs. Mais vis-à-vis de l'œuvre, c'est vraiment un rapport d'amitié, je dirais. Non, mais tu fais bien de soulever le fait qu'il y a vraiment des manières de faire. Et quand on parle des noms et de ce fameux name dropping dont on parle beaucoup, c'est clair que l'exposition Yann Fabre au Louvre, et Dieu sait ce qu'il a reproduit ce schéma, notamment à Saint-Pétersbourg récemment. C'est la spectacularisation de la confrontation. Et c'est aussi asseoir l'idée qu'il y a une filiation artistique. Alors, filiation artistique, évidemment, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens qu'un créateur ne fait pas, la plupart du temps, fi de ce qui a pu se passer avant ou autour de lui. Mais là, oui, il y a vraiment il intervient généralement face à des artistes flamands. Donc, il y a le cas Yann Fabre, il y a évidemment ton cas, et tu viens très très bien de l'expliquer, qui est plutôt de l'ordre d'un regard et de l'effacement. Et effectivement, au stand, moi, j'étais avec mes enfants, c'est la côte belge, donc on se dit, je savais qu'il y avait ton exposition en 4 volets, et donc je cherche l'exposition de Patrick. Je me dis, mais enfin... Il n'y a rien, mais c'est honteux. Je me dis vraiment, il n'y a même pas quelque chose qui indique que... Et puis j'ai compris évidemment que c'était voulu. Et donc effectivement, on entrait là-dedans. Et c'était absolument magnifique parce que c'était les œuvres qui étaient regardées, mises en scène tout à fait autrement que ce qu'on a l'habitude de voir, mais avec... Oui, mais c'est vrai qu'il y a dans ce rapport-là... et pourtant j'ai la même ambition, j'ai vraiment l'ambition d'entrer dans l'histoire de l'art par la grande porte, mais pour m'y dissoudre complètement. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, je veux entrer dedans, mais comme on entre et puis on s'y dissout, et parce que c'est ça qui me fait vivre. On prend une question du public, et après on termine. Oui, depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est les commissaires qui ont pris le pouvoir par rapport aux expositions au détriment des artistes. Et je me demandais si, souvent, les artistes ne sont pas forcément rémunérés quand leurs œuvres sont accrochées. Oui, je sais bien à quoi vous faites allusion. Et donc, je me demandais si le fait de faire aussi, depuis à peu près la même période, appel à des artistes pour être commissaire d'exposition, c'était pas le fait que pour le sérail, disons dans le domaine de l'art, ce qui prévalait, c'était la démarche, le concept de l'exposition à installer, plus que ce qui était montré. Oui, vous avez tout à fait raison de faire allusion à ce phénomène-là. D'ailleurs, une partie relativement importante du livre s'attache à parler de la figure inversée, finalement, qui est le commissaire artiste, et qu'incarne en premier lieu et de manière tout à fait magistrale Harald Zeman. Et qui a fait des petits, et donc effectivement le curating, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu extrêmement puissant dans le monde de l'art. Il y a un lien évident, et effectivement les expositions concept, les expositions œuvres, quand c'est un curateur en plus qui est extérieur à l'institution, que ce soit un artiste ou un curateur extérieur à l'institution, ce qui compte, c'est effectivement, dans certains cas, l'aspect transgressif, moins ce qui est effectivement peut être montré que la pensée qui émerge du curateur ou de l'artiste.
Maintenant, moi, je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, ça dépend des projets, en fait. Et ça, c'est clair que c'est une figure... Dans un premier temps, quand j'avais fait un peu le plan de ce dont je voulais vous parler, il y avait une partie, notamment, je voulais parler du Boijmans van Beuningen, qui est un des premiers musées aussi à avoir lancé un cycle de cartes blanches. Et la première qu'il donne, c'est Harald Zeeman. Puis après, il va avoir Hans Haak. Donc, c'est à la fois des plasticiens et des curateurs artistes, parce que finalement, ces curateurs qu'on a appelés des faiseurs d'exposition ou des commissaires artistes, ce qu'a dénoncé Daniel Buren d'ailleurs en son temps et qu'il continue à dénoncer, ce sont... Harald Zeeman se disait « Je suis un travailleur indépendant, je ne peux plus travailler pour une institution, donc je peux me permettre ». Et donc on revient toujours à cette permissivité à partir du moment où on est extérieur. Il y a des conservateurs de musées chez nous, quelqu'un comme Laurent Buzine au Max, qui était le directeur de cette institution, s'est permis des choses, mais c'était justement parce que c'était Laurent Buzine et que sa personnalité, on la connaissait et qu'on savait qu'il jouait sur cette corde-là aussi. Donc oui, en tout cas, cette figure-là, elle est importante. De là à dire, parce que c'est la première phrase que vous avez prononcée, que le commissaire prend la place de l'artiste, ça je ne le pense pas du tout. Par contre, c'est un des acteurs majeurs du système de l'art, et de l'art contemporain en particulier. Et ils peuvent faire aussi des expositions concept, mais je ne pense pas nécessairement au détriment des artistes. Il n'y a pas toujours l'instrumentalisation qu'on veut penser qu'il y a. Enfin, c'est mon point de vue. Peut-être Patrick, tu peux rebondir. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est un bon... Ben, je vais faire très court. C'est un art de vivre, en fait. Il n'y a pas de... L'un ne prend pas la place de l'autre. Je crois que ce qui est important, c'est de rebattre les cartes du rôle de chacun et d'où on parle. Mais... Oui, enfin, je tourne en rond, hein, mais comment on peut le faire sans qu'une figure de l'autorité... C'est pas un rapport de force, voilà. Je crois que les rapports de force, souvent, deviennent le sujet en soi au détriment de la qualité d'une expo. Que le rapport de force soit du point de vue de l'artiste ou du commissaire. Et on passe là-dessus. Ça vous va bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Benjamin, c'est celui du musée, hein, je pense. Non, je vous dirai ça. Je ne le dis pas. Oui. J'en profite rapidement pour vous inviter à venir samedi à 16h pour découvrir les images flottantes de Patrick Corillon, un récit performance de 60 minutes. Et c'est magnifique, vraiment.